Donc je vais vous parler effectivement de cette notion de dette écologique dont je ne suis pas vraiment spécialiste, c'est un euphémisme, mais elle m'interpelle parce que ce qui m'intéresse au départ, ce sont surtout les relations entre économie et environnement. Et donc quand j'ai commencé à croiser à droite à gauche cette notion, ça m'a donné envie justement de voir un peu plus ce qu'il y avait derrière et d'essayer de creuser un petit peu ça. Donc cette notion de dette écologique, elle se caractérise d'abord, on peut d'abord l'évoquer dans une dimension spatiale, et cette dimension spatiale c'est la plus courante, c'est-à-dire une dette écologique à ce moment-là qui renvoie à une dette qui est due aujourd'hui, donc là il n'y a pas du tout de justice intergénérationnelle qui est en jeu, et elle est due par les pays du Nord aux pays du Sud. Ça constitue une des premières acceptions du terme. On peut aussi la concevoir dans une dimension temporelle. Là, on rejoindrait beaucoup plus les réflexions qui ont été évoquées jusqu'à présent. Et là, elle va renvoyer à l'idée d'une dette qui serait due en tout cas aux générations présentes par les générations passées. Et en ce sens-là, on va accuser les générations passées d'être responsables de leur mauvaise gestion des ressources naturelles et de la surexploitation. Enfin, dans un troisième sens, mais les deux que je viens d'évoquer, je vais les fusionner. Dans un dernier sens, la dette écologique renvoie également à l'idée d'une dette que les hommes, mais cette fois-ci pris dans leur ensemble, les hommes avec un grand H, on pourrait dire, ont accumulé à l'égard de la nature. C'est pour ça que dans mon titre, j'avais indiqué à la fois cette idée d'un rapport social, mais aussi un rapport de l'humanité dans son ensemble à l'égard de la nature, donc rapport aussi naturel. Cette notion de dette écologique nous invite donc à redécouvrir, là c'est une citation, j'ouvre les guillemets, que nous appartenons à un monde commun, composé des œuvres de nos ancêtres, de l'écosphère dans sa totalité et de la biodiversité. Ce monde commun qui nous accueille à notre naissance nous survit, on en a parlé, et nos actes, même les plus quotidiens, sont aussi à évaluer en fonction de la manière dont nous le préservons et dont nous offrons à nos descendants la possibilité de s'en nourrir et de le nourrir. Je referme les guillemets. Ce qui m'intéresse dans cette notion de dette écologique, c'est donc qu'elle nous incite à reconsidérer considérablement l'ensemble de nos théories de la justice et la manière dont on a été habitué à les concevoir pendant très longtemps. Elle permet d'interroger d'une part notre rapport à la nature, donc là plutôt en termes d'éthique environnementale, notre rapport aux pays en développement, donc justice sociale, et nos rapports donc aux générations passées et futures en termes là de justice intergénérationnelle. Et par ailleurs, cette notion, je le disais tout à l'heure, m'intéresse particulièrement pour ce qu'elle révèle de la manière dont les économistes pensent la nature et l'ont intégrée à leur réflexion. La notion de dette écologique, en tout cas sous sa forme dans son acception de dette à l'égard de la nature, me semble dévoiler avant tout une nature vis-à-vis de laquelle nous cherchons à être quittes. Rembourser cette dette, ce serait mettre fin à notre relation de dépendance à son égard, et ce serait se libérer d'une relation que les économistes c'est un peu trop rapide, mais en tout cas la majorité d'entre eux, une relation que la plupart des économistes ont toujours considérée comme étant contraignante, voire aliénante. Donc à partir de là, je vais d'abord présenter les enjeux de la dette écologique assez rapidement dans son acception anthropocentrée, donc les dimensions spatiales et temporelles que j'évoquais tout à l'heure, avant de l'envisager dans une logique non anthropocentrée ou non anthropocentrique. Et ça me conduira enfin à questionner la pertinence de la notion, puisque c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse, en m'interrogeant sur la légitimité d'une réflexion en termes de dons, plutôt donc qu'en termes de dette. Cette notion de dette écologique, donc d'abord en son sens anthropocentré, et c'est d'abord avec ce sens-là qu'elle apparaît, naît dans les années 90, plutôt donc en mettant l'accent sur sa dimension spatiale. Donc on va d'abord nous expliquer que c'est la dette que nous, en tant que pays riches, devons aux pays pauvres, et on va rappeler que, dans cette logique-là, on va nous rappeler que nous nous serions développés en pillant les ressources naturelles de ces pays pauvres, ou en tout cas en les sous-payant, et on leur serait aujourd'hui dès lors redevable. Donc c'est d'abord avec cette première signification-là que la notion va émerger, et elle verra ensuite son usage s'élargir assez notablement. Comme le dit l'économiste Gadret, rien ne peut justifier que les plus riches ou les plus puissants accaparent plus de ressources vitales que les autres. Tant que dans les faits, ils prélèvent plus que cette part, ils accumulent une dette écologique vis-à-vis des autres, ces derniers sont fondés à en exiger le remboursement
sous la forme de réparations diverses, monétaires ou non monétaires. Donc notion qui a d'abord été forgée par des militants, par des associations, bon je rentre pas trop dans l'historique, mais en tout cas par une ONG chilienne, et vient donc du monde des militants avant d'être repris par de nombreuses ONG et par les institutions internationales. Si je rentre un tout petit peu plus dans les détails, mais assez brièvement, on va distinguer au sein de cette dette écologique 4 composantes. Donc généralement, on va y inclure d'abord la dette du carbone, donc celle qui est due au fait que les émissions de CO2 de certains pays seraient supérieures aux capacités d'absorption de l'atmosphère, pendant qu'à contrario, d'autres pays, eux, accumuleraient pendant le même temps un crédit carbone. Par exemple, la Belgique a beaucoup travaillé sur cet aspect-là de la dette écologique et a estimé dans certains rapports que sa dette carbone était équivalente à peu près 45 milliards d'euros. Alors évidemment, la question qui se pose est de savoir comment on pourrait rembourser cette dette, à qui la rembourser, bon, des questions qu'on a déjà abordées ce matin et qu'on va évidemment retrouver ici. À côté de cette dette du carbone, on aurait tout ce qu'on place derrière le terme de biopiraterie, donc le fait de s'approprier, mais de manière illégitime, des ressources qui sont issues de la biodiversité. Ensuite, ce que l'on appelle les passifs environnementaux, c'est la 3e dimension, qui sont dus là à l'exploitation de ressources naturelles qui sont au mieux, j'allais dire, sous-rémunérées, voire prélevées sans aucune compensation. Et la 4e composante de cette dette écologique, c'est l'exportation vers les pays pauvres de nos produits dangereux, de nos produits polluants, que certains économistes, de manière très explicite, ont appelé de leur vœu. Je pense à Summers, par exemple. Au début des années 90, donc toujours, on va signer au sommet de la Terre à Rio de Janeiro un traité de la dette et on va mettre en exergue, tout simplement, grâce à cette notion de dette écologique, un argument disant que la dette financière des pays du Sud devrait être annulée au motif que les pays du Nord leur devraient une dette écologique qui réduirait donc leur dette financière, voire qui l'annulerait complètement. Et certains calculs avaient montré que, notamment donc parmi ces pays du Sud, pris globalement, on en aurait 41 sur 46 qui deviendraient créditeurs si on acceptait donc de rembourser leur dette notre dette écologique. Donc cette notion de dette écologique émerge dans un premier temps comme une notion politique. Elle sera brandie par le secteur associatif et elle a été par la suite reprise, approfondie et retravaillée par des économistes qui vont l'enrichir à l'aide d'un certain nombre de concepts économiques qui viennent la renforcer, qui viennent l'appuyer. Et dans cette perspective, la dette écologique va nous être présentée comme le produit de la multiplication d'échanges écologiquement inégaux. Donc, certains économistes, et notamment les tiers-mondistes, avaient théorisé depuis assez longtemps, depuis les années 50-60, le concept d'échange inégal, qui est appliqué là donc, aux échanges de ressources naturelles qui ne seraient pas achetées par les pays du Nord à leur juste, entre guillemets, prix. Donc à des prix en tout cas qui ne couvrent pas tous les coûts sociaux et environnementaux induits par leur production. Les économistes vont y intégrer la thématique des externalités négatives que nous faisons subir donc, à ces pays pauvres lorsque tous ces échanges de ressources naturelles sont sous-évalués. La question qui s'est posée, c'est donc bien sûr globalement celle de l'évaluation de cette dette écologique, celle de sa valorisation. En tout cas, quand on la définit en ce sens d'une dette due par les hommes à d'autres hommes, et par définition même, comme le rappelle Graeber dont on a parlé ce matin, une dette se définit comme l'obligation de payer une certaine somme. Et en ce sens-là, évidemment, la dette, qu'elle soit écologique ou pas, devrait être quantifiable. Et c'est même, selon lui, la différence entre la dette d'une part et l'obligation d'autre part. La question ici que se sont posées les économistes, c'était surtout de savoir du coup si on pouvait exprimer ces conflits écologiques à l'intérieur d'un seul standard d'évaluation, donc le prix pour le dire très rapidement, ou est-ce qu'on peut accepter de faire une place, en tout cas est-ce qu'on peut au moins écouter la présence d'autres standards d'évaluation,
quand notamment parfois les populations qui sont les premières à être concernées mettent en avant des arguments qui sont plutôt basés sur leur santé, la vie, leurs droits, le caractère sacré de la nature, la dignité de l'homme, etc., etc. Et malgré toutes ces complexités, généralement, même les associations sont obligées de considérer que l'évaluation monétaire est un peu incontournable, parce qu'elles partent du principe, elles se sentent obligées en tout cas de reconnaître que c'est le seul langage qui est vraiment audible et qui est compréhensible par toutes les institutions internationales. Cette première conception donc de la dette écologique rejoint très largement ce qu'en économie on appelle la perspective de l'économie de l'environnement, selon laquelle donc le langage monétaire, la mesure de la valeur économique que représente la nature, serait la meilleure façon pour en prendre soin, ou en tout cas du moins la moins mauvaise, en reconnaissant sa valeur. Ici, les questions environnementales relèvent de problèmes techniques et leur résolution exige davantage encore de technique. Il ne s'agit jamais d'un enjeu philosophique, moral ou religieux qui mettrait en jeu nos relations, pour le moins problématiques, avec la nature. La nature doit ici devenir un bien économique pour que l'on puisse gérer au mieux sa rareté grâce à la logique marchande. On a donc une nature ici qui se découpe en éléments que l'on peut isoler, qui sont indépendants les uns des autres, que l'on va pouvoir identifier, mesurer, échanger ensuite sur un marché. Mais cette première conception, évidemment, n'épuise pas le sens de la notion. Elle existe également, je l'ai dit en introduction, sous une autre acception qui m'intéresse un peu plus ici, parce qu'elle donne à voir justement nos relations à la nature. Donc, dette écologique maintenant, mais dans sa conception non anthropocentrée. Ici, on a une dette écologique qui est perçue comme nous mettant face à la nature, nous, l'humanité, dans sa globalité. C'est cette dimension spécifiquement environnementale de la dette écologique sur laquelle on va insister. Et cette dimension va nous donner à voir une double totalisation de la Terre d'un côté et de l'humanité de l'autre. Donc ici on parle bien de la dette que les hommes dans leur ensemble ont accumulée à l'égard de la nature. Comme le dit toujours le même Graeber, si nous prenons l'habitude de penser toutes nos relations en termes de calcul commercial, d'achat et de vente, alors quand nous commencerons à penser notre relation avec le cosmos, ce dont je parle ici, nous la concevrons nécessairement en termes de dette. Et le concept de dette écologique en est le parfait reflet. Donc, un certain nombre, là plutôt de philosophes et de philosophes de l'environnement, vont justifier que nous devons à la nature une forme de justice, vont parler de justice restitutive, vont considérer que la nature a des droits, ils vont nous parler d'un extensionnisme légal, il faudrait que l'on que l'on étende à la nature le concept de droit de l'homme, et on nous expliquera que ce que nous devons à la nature, ce qui serait en quelque sorte une manière de la rembourser, si vous voulez, ce que nous lui devons, c'est de la justice, ce sont des relations justes. Cette dette à l'égard de la nature, donc dans cette conception non anthropocentrée, va être mise en évidence de manière très, très concrète, très empirique, par différents outils. Je vous en cite deux. On va utiliser très souvent la notion d'empreinte écologique, en nous expliquant que si notre empreinte écologique est plus importante que l'empreinte écologique soutenable, alors ce serait comme si on emprunterait donc à la nature. On peut s'intéresser également à la date à partir de laquelle notre consommation de ressources a dépassé la capacité de renouvellement de la planète, jour que l'on appelle jour de la dette écologique justement, ou jour du dépassement. Et donc de la même manière, une fois que cette date serait atteinte, on creuserait donc, l'humanité prise dans son ensemble creuserait cette dette écologique, et on remarque bien que d'année en année, ce jour arrive de plus en plus tôt dans l'année. En 2015 par exemple, c'était le 13 août, ce qui fait que c'est à peu près une petite moitié de l'année durant laquelle on vivrait en quelque sorte à crédit vis-à-vis de la nature. On a ici une dette écologique qui est beaucoup plus difficile à mesurer, qui serait beaucoup plus difficile à valoriser monétairement. Très souvent, les dommages qui sont associés aux menaces écologiques sont irréparables, donc il n'y a aucun moyen de compenser financièrement la plupart des dégradations environnementales.
Pourtant, les hommes s'accrochent à cette idée selon laquelle l'irréparable serait toujours réparable, et nous voulons croire que nous pourrons toujours remettre à neuf la nature et finalement refaire ce que nous avons défait. La théorie économique, dès lors, peut assez facilement justifier ou en tout cas excuser des destructions qu'elle fait subir à la nature et dont elle ignore les effets irréversibles. A contrario, pour dépasser cet état de fait et intégrer les problèmes d'irréversibilité, il faut sortir de l'économie dominante et raisonner en termes d'économie écologique et non plus d'économie de l'environnement, même si je n'ai pas tellement le temps de présenter les différences. Je vais juste dire très brièvement que l'économie de l'environnement considère plutôt que l'environnement est au service de l'économie quand l'économie écologique essaie plutôt de développer non pas justement une économie de l'environnement, comme on faisait comme on fait une économie de la famille, de la santé, etc. Mais l'économie écologique veut plutôt essayer de théoriser une économie qui serait au service de l'environnement, une économie pour l'environnement plus qu'une économie de l'environnement. Et cette économie écologique va imposer de prendre en compte bien davantage la spécificité de ces phénomènes qui sont irréductibles à la logique marchande et à l'évaluation monétaire. Elle va interroger la conception même de la nature. Et il me semble que cette économie écologique, du moins, enfin en tout cas de manière implicite, nous invite à remettre en cause cette notion même de dette écologique et à questionner la pertinence d'une substitution de la notion de don à celle de dette. Parce qu'évoquer une dette à l'égard de la nature que nous pourrions rembourser suggère que l'humanité pourrait restaurer, pourrait remettre à neuf l'environnement naturel. Et en ce sens, la notion de dette écologique est très liée à la thématique de la restauration écologique, qui fait beaucoup de débats alors parmi les économistes, entre militants écologistes également. Et ce projet de restauration de la nature est pour certains philosophes un mensonge. Il y a un article d'un philosophe de l'environnement qui s'appelle The Big Lie, ce serait totalement mensonger. Restaurer la nature, ce serait ni plus ni moins qu'un prétexte qui nous permet de soulager notre mauvaise conscience. Ça nous permet de nous persuader que les dommages que nous faisons subir à la nature seraient réparables et ne seraient pas irréversibles. Sans forcément nier toute pertinence au projet de restauration écologique, il faut garder en mémoire le fait que, évidemment, on ne retrouve jamais un état qui est exactement identique à l'état antérieur, qui est le plus souvent détruit de manière irrévocable. Donc certains philosophes en viennent à critiquer par exemple cette notion selon laquelle on pourrait mettre en place une forme de justice restitutive à l'égard de la nature. Ce serait une chimère. L'humanité ne peut réparer ou reconstruire les systèmes naturels qu'elle endommage. Ça relèverait tout simplement du mythe. Quoi que nous fassions, nous ne restaurons pas la nature, nous ne pouvons pas la remettre à neuf. Il y a un article assez célèbre d'ailleurs qui faisait une comparaison entre ces projets de restauration écologique et les contrefaçons, puisqu'on ne retrouve jamais l'état initial de l'environnement. Et l'idée que j'essaie de défendre, c'est de montrer qu'ici, on a une dette qui, en réalité, me semble plutôt tendre vers le don, puisque cette dette paraît amplement non remboursable, et c'est David Graeber qui le dit également, une dette non remboursable, c'est sa citation, par essence, ça n'existe pas. S'il n'y avait aucun moyen de rétablir l'équilibre, alors nous ne parlerions pas de dette. Cette dette, donc au sens de la dette écologique toujours non anthropocentrique, n'est pas remboursable, trop de dommages irréversibles ont été causés. La notion de dette écologique masque le fait que l'on est plutôt en présence d'un don et risque donc, même si c'est une notion qui vient plutôt justement du monde du militantisme écologique, j'ai plutôt peur que ça nous conforte dans des relations à la nature qui seraient intrinsèquement pathologiques. Cette notion de dette écologique contient en germe le risque de renforcer notre sentiment d'impunité face aux dégradations que nous faisons subir à la nature, alors que la notion de don, en tout cas en un sens particulier, je ne sais pas, mais au sens d'un don qu'il faudrait apprendre à accueillir, à gérer convenablement ou raisonnablement, pourrait peut-être participer d'une prise de conscience un peu plus étendue, un peu plus large de notre responsabilité. La notion de dette écologique révèle mais de manière implicite,
que nous sommes les fruits d'une nature qui nous fait en permanence don d'elle-même. Ce que rappellent aussi beaucoup de philosophes ces dernières années. Je pense à François Host, mais je ne sais plus si c'est un philosophe ou un juriste, je ne sais pas si certains savent. Je pense aussi au dernier livre de Corinne Pelluchon, par exemple, qui s'appelle Les Nourritures et qui nous invite justement à renouer avec la confiance dans le caractère nourricier du monde, en nous rappelant que le monde est plus généreux que mon appréciation utilitaire ne me le suggère. Du coup, lorsque certains auteurs parlent de dettes qui sont là pour signaler une interdépendance, des dettes qui indiquent qu'on est dans une relation d'interdépendance avec les autres générations qui ne sont pas encore là, etc. Est-ce qu'en fait le terme de dette, mais on a posé un petit peu la question ce matin, est vraiment pertinent? Et là on le voit bien dans le domaine de l'écologie. Normalement, parler de dette soulève immédiatement la question de son remboursement, et donc une volonté, ou du moins une tentation de faire cesser le lien. La dette, du moins dans cet aspect, dans sa capacité à être remboursée, fait signe, in fine, vers une volonté d'indépendance, beaucoup plus qu'elle ne met en exergue des relations d'interdépendance entre la nature et nous. Ainsi, la dette écologique, qu'il faudrait peut-être plutôt donc nommer don, nous signale avant tout que les hommes ne peuvent tout produire et reproduire. Si ce don est gaspillé par les hommes, si ce don est mal géré, ça n'implique pas, ça ne garantit en rien que la production et le génie humain pourront se substituer au don de la nature. L'homme pense qu'il est capable de refaire ce qu'il a précédemment défait, de faire renaître ce qu'il a détruit, alors qu'il n'est pas le créateur du monde dans lequel il vit. On a parlé de cette dette sociale qu'on pourrait inclure aussi ici. Il n'est pas le producteur en dernière instance de tout ce qui l'entoure. Une telle analyse de nos rapports à la nature au prisme de la dette plutôt que du don est symptomatique de l'occultation du don par les économistes. La substitution de la dette au don permet d'envisager des échangistes quittes et indépendants les uns des autres, alors que le don oblige au maintien d'une certaine relation, comme l'ont montré à leur façon les sociologues du MOS. Caractériser nos relations à la nature en termes de dette plutôt qu'en termes de don revient donc à une négation de notre dépendance à son égard. Penser nos rapports à la nature sous la perspective du don, au contraire, suppose d'accepter que nous ne serons jamais en mesure de nous acquitter de notre dette. Notre responsabilité consiste à accueillir et à prendre soin de ce don, et non pas à essayer, vainement, de rembourser une dette par nature infinie. En effet, comme se le demande David Graeber, quand nous disons que notre sentiment de la morale et de la justice est réduit au langage d'une transaction financière, qu'est-ce que cela signifie au juste ? Que se passe-t-il quand nous ramenons l'obligation morale à la dette ? Même si Graeber ne parle pas de dette écologique, il suggère un peu plus loin dans le livre un début de réponse qui m'intéresse ici. Tout analyser au prisme de la dette, y compris les enjeux écologiques, c'est faire comme si, dit-il, nos liens avec la société, voire avec le cosmos, étaient imaginables sur le même mode qu'une transaction commerciale. Raisonner en termes de dette, c'est forcément imaginer que nous pouvons rembourser ce qui est dû. Pourtant, en dernière analyse, notre rapport au cosmos ne ressemble absolument pas à une transaction commerciale et ne peut pas y ressembler, parce que les transactions commerciales impliquent avant tout l'égalité et la séparation. Or, dans nos relations à la nature, égalité et séparation ne sont pas envisageables. Donc même si l'analyse de Graeber ne s'intéresse pas réellement à la dette écologique, en tout cas pas en tant que telle, nous le rejoignons lorsque finalement il considère que la seule façon de se libérer d'une telle dette consiste non pas à la rembourser, mais le premier pas à franchir, la première chose à faire, c'est d'accepter de nier son existence. Si l'idée de rembourser une dette à l'égard de la nature n'a pas de sens, alors c'est la notion même de dette écologique qui perd toute pertinence. Si culpabilité il y a, elle n'est pas à rechercher dans l'incapacité où nous serions de rembourser cette dette écologique, mais dans l'incroyable présomption dont nous faisons preuve en imaginant seulement l'existence d'une telle dette. Évoquer une dette envers la nature, c'est uniquement, je cite Graeber une dernière fois, une tentative désespérée
pour sauver quelque chose de la logique morale qui au départ nous a coupés du cosmos. Au fond, c'est l'apogée de ce processus qui atteint ici un stade véritablement démentiel, puisqu'avancer de telles idées, c'est la fin de sa phrase, c'est postuler que nous sommes dissociés du monde de façon si absolue et si radicale que nous pouvons mettre dans le même sac tous les autres êtres humains, ou même toutes les autres créatures vivantes, voire même le cosmos, et entamer ensuite une relation avec eux. Si la notion de don peut paraître en elle-même problématique, parce qu'elle continue, elle a l'inconvénient, j'allais dire, comme la notion de dette écologique, de ne toujours pas nous positionner ou de nous situer nous-mêmes dans la nature, mais à côté, en face. La notion de don a néanmoins le mérite de dépasser certaines des apories qui sont constitutives de cette notion de dette écologique. Encore une minute, juste pour conclure. Donc cette notion de dette écologique, pour terminer, fait apparaître une relation à la nature qui est caractérisée par la contingence, d'où nous pourrions sortir donc quittes et indépendants dès que la dette sera remboursée. La prise au sérieux du défi écologique ne pourra passer que par le recours à une autre conception de la nature que celle que nous a donné à voir l'économie de l'environnement dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure, et donc in fine par une redéfinition de la science économique. Si la crise écologique trouve son origine dans les rapports problématiques, voire pathologiques, que nous entretenons avec la nature, il faut remonter à l'origine du mal et dire que nous ne savons plus ce qu'elle est, et que penser nos rapports avec elle en termes de dette écologique en est le symptôme. Si cette notion de dette écologique a au moins un intérêt, c'est justement celui de nous faire réfléchir à notre conception de la nature et aux relations que nous devons et que nous souhaitons entretenir avec elle. Le don s'avère un candidat potentiellement intéressant pour repenser nos rapports à la nature. Et si nous ne devons rien à la nature qui nous donne, nous devons peut-être avant tout faire attention, en tout cas prêter attention à ce don. Je pense par exemple aux réflexions d'Isabelle Stenger qui nous dit que la morale, c'est justement faire attention, c'est apprendre à prendre en compte. Et si nous ne devons peut-être rien à la nature, puisque j'ai remis en cause cette idée d'une dette, alors peut-être que nous devons à nous-mêmes de lui faire attention. Merci beaucoup.